émission portée par la Poule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative, émission spéciale. Nous sommes à la COC, un lieu de culture numérique, lieu créé par l'établissement public Euroméditerranée. Nous sommes place Henri Verneuil et nous avons choisi d'avoir une émission spéciale parce que nous recevons Jean-François Noubel. Jean-François Noubel, vous êtes aixois? J'habite Aix-en-Provence, effectivement. Mais vous n'êtes pas souvent dans la région, vous êtes un grand voyageur, vous êtes chercheur en intelligence collective, vous allez nous dire ce que ça signifie. Vous intervenez auprès d'un certain nombre de dirigeants qui veulent réfléchir à ce qu'est leur pouvoir et à ce qu'est notre société, ce que sera leur entreprise demain. Vous nous plongez dans une réflexion qui semble être demain mais qui est déjà aujourd'hui, à travers des outils dont on a beaucoup parlé dans cette émission, qui sont ceux de la blockchain, mais vous êtes déjà dans l'après-blockchain, donc là il faut qu'on accroche nos ceintures et qu'on se demande où est-ce que vous allez nous entraîner. Alors, Jean-François Noubel, c'est quoi être chercheur en intelligence collective? Alors déjà, l'intelligence collective, il faut comprendre ça comme une propriété du vivant social. Ça veut dire que la vie, en fait, elle fonctionne avec la vie. Nos cellules, nos 30 000 milliards de cellules, trilliards, pardon, de cellules fonctionnent plutôt pas mal ensemble, ça fait un corps, mais on peut aussi penser la même chose d'une équipe de sport, d'un vol d'oiseaux, de bactéries, d'un grand troupeau, d'un banc de poissons. On a partout autour de nous de l'intelligence collective. Un écosystème, ça représente de nombreuses espèces qui vivent ensemble, et plutôt pas mal puisque ça crée une cohésion d'ensemble. Et l'intelligence collective, ça a évolué récemment vers une discipline de recherche chez nous, les humains. Pourquoi maintenant? Parce qu'avec Internet, on s'aperçoit qu'Internet produit et crée des collectifs humains qu'on n'a jamais connus auparavant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pouvoir centralisé, ça n'a pas forcément un pignon sur rue, un logo, une enseigne, une raison sociale, et pourtant on voit des milliers, parfois des millions de personnes qui, ensemble, vont faire des choses. Ça va de la sexualité la plus basique à réfléchir au futur de l'énergie solaire ou à l'éducation. Il n'y a pas que les organisations pyramidales, verticales, qu'on connaît bien, qui sont bien identiques. Alors effectivement, la seule façon qu'a eu jusqu'à présent l'humanité, depuis l'invention de l'écriture, de faire des grandes organisations, qu'il s'agisse de créer une nation ou une grande entreprise, ça veut dire qu'il va devoir mettre ensemble des centaines, des milliers ou parfois des millions de personnes, la seule façon qu'on a trouvée s'appelle l'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire un pouvoir centralisé, donc une ou quelques personnes qui prennent les grandes décisions, élues ou pas élues, peu importe le système, mais en tout cas un pouvoir centralisé, une chaîne de commandement, ça veut dire qu'elles vont donner des ordres. Ceux qui en haut dirigent ceux qui sont en bas. Ce qui nous amène effectivement à la fameuse division du travail. Une fois qu'on a pris une décision, il faut fractionner dans cette chaîne de commandement le travail. Et puis on a aussi une autre signature de l'intelligence collective pyramidale qu'on appelle une monnaie rare. Ça veut dire qu'on a l'argent. Voilà. Qu'on appelle l'argent, effectivement. Toutes les intelligences collectives pyramidales du monde, depuis les Égyptiens, les Mésopotamiens, les civilisations précolombiennes, chinoises ou de l'Indus, le pouvoir frappe monnaie. À chaque fois, effectivement, le pouvoir a frappé monnaie, raison pour laquelle on parle aussi de pouvoir régalien, rex regis, le roi. Hein. Ça veut dire qu'il y a l'autorité suprême pour émettre une monnaie et bien entendu en contrôler les règles du jeu, ce qui donne évidemment le contrôle du pouvoir. Hein. Et puis des échanges. Et des échanges, tout à fait. Hein. Donc la monnaie dite rare, qu'on appelle l'argent, a toujours représenté une des signatures de l'intelligence collective pyramidale. Et un des objets de recherche, notamment, consiste à se questionner sur l'économie en général, parce que tout système vivant a une économie. Notre corps a une économie. Nos cellules créent et échangent des richesses. Le font-elles avec de l'argent? Non. Et pourtant, elles ont bien des mécanismes qui permettent... Il y a des systèmes qui fonctionnent sans la monnaie. Alors, je vais introduire une notion importante ici. Tous les systèmes fonctionnent avec de la monnaie, mais pas avec de l'argent. D'accord. Ce qui nous amène... Monnaie et argent sont deux choses différentes. Tout à fait. Alors dans le jargon, bien entendu, parce que la plupart des gens confondent ça, mais comme, je sais pas, je peux dire j'ai attrapé la grippe, alors que techniquement parlant en médecine, j'ai pas la grippe, j'ai un virus particulier. Donc on a souvent dans le langage commun des flous artistiques qu'on ne peut pas se permettre d'avoir lorsqu'on rentre dans l'ingénierie sociale. Alors la différence entre monnaie et argent, je veux dire, ça fait la même différence qu'entre le jeu de Monopoly et les jeux en général.
C'est-à-dire, le jeu de Monopoly représente un jeu parmi des milliards de jeux qu'on peut imaginer, avec des règles différentes. Eh bien, l'argent constitue un type de monnaie particulier parmi des milliards de formes de monnaie qu'on peut imaginer, avec des règles du jeu très différentes que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc c'est là qu'on arrive sur la blockchain. Alors, la blockchain, donc, fondamentalement, n'a pas introduit un autre mode d'échange, puisque ça crée quand même des crypto-monnaies faites toujours pour acheter et vendre des choses. Donc, qu'on achète ou vende des choses donc en là, euros, on parle du Bitcoin, voilà, du Bitcoin, de cette monnaie qui monte et qui descend, et qui est gérée de façon très sécurisée, mais qui est encore peut-être dans le monde ancien, dans ce que vous dites. Ah oui, ça reste encore énormément dans le monde ancien, pour plusieurs raisons. La première, déjà, on reste dans l'économie de marché classique, ça veut dire qu'il s'agit... On achète des bitcoins, voilà. Ça monte, on s'enrichit, ça baisse, on perd un peu d'argent, on peut échanger avec. Alors il faut séparer, il faut peut-être que je finisse là-dessus justement, il faut séparer les choses. La partie spéculative d'une monnaie, parce qu'on peut aussi acheter des euros ou des dollars, et qui fait que mon pouvoir d'achat va changer en fonction des lois de la spéculation, des lois du marché, de cette valeur de cette monnaie par rapport aux autres. Mais fondamentalement, un bitcoin ou un euro servent à acheter ou vendre des choses au départ, indépendamment des aspects de spéculation de la chose. D'accord ? Donc ça reste un outil assez classique Sauf qu'il n'est pas dirigé par un État. Alors que la monnaie, jusqu'à maintenant, c'est un privilège régalien, c'est ce qu'on a évoqué, qui est des différents États qui frappent monnaie. Alors effectivement, les bitcoins et les crypto-monnaies ne se voient pas émises par une autorité centralisée. Ceci dit, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, les euros ou les dollars ne se voient pas émis ou contrôlés par l'État, contrairement à ce que les gens croient. Hein, les dollars ou les euros fonctionnent comme il s'agit de monnaie privée, parce que créée par le crédit, ça veut dire une banque, lorsque vous allez emprunter dans une banque, elle va créer cette monnaie, donc peu de gens le savent aujourd'hui, mais il s'agisse de l'euro ou des dollars, même s'il s'agit d'un bien qui circule publiquement, l'émission de ça et le contrôle et les règles du jeu, depuis longtemps, n'appartiennent plus aux États. Ils appartiennent au système bancaire. On a blockchain, on a essayé de comprendre. Maintenant, vous dites, c'est l'après-blockchain. C'est holochain, c'est ça? Holochain. Holochain. Ouais. Alors, c'est quoi le blockchain? Alors, déjà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut comprendre déjà l'histoire des inventions. Prenons le premier avion des frères Wright. Ils ont fait un prototype. C'est-à-dire ils ont fait décoller quelque chose de plus lourd que l'air. Ils ont démontré quelque chose d'extraordinaire. Ils ont dit on peut faire voler des plus lourds que l'air. Alors que plein de gens leur disaient non, on ne peut pas. Seul le plus léger que l'air peut voler. Ils ont fait un prototype. Avec ce prototype, pouvions-nous inventer l'aviation? Non. Il fallait de nombreuses améliorations. Parce que ça avait beaucoup d'instabilité, ça pouvait se casser la figure à tout moment, et ça fait plus d'une fois, et puis il fallait juste une personne aux commandes. Donc de là, entre le prototype des frères Wright et l'aviation telle que nous la connaissons, l'aviation de fret ou l'aviation civile ou militaire, il y avait encore énormément d'étapes à franchir. Eh bien, il se passe la même chose. La blockchain, ça représente un protocole, un prototype qui démontrait qu'on peut créer une crypto-monnaie, c'est-à-dire encryptée, donc qui rend les transactions anonymes et sécurisées et distribuées, donc sans qu'il y ait besoin d'une banque au milieu. Donc vous et moi, nous pouvons échanger des bitcoins ou une autre crypto-monnaie sans qu'il y ait besoin d'une banque au milieu, qui arbitre, qui prenne sa dîme au passage, etc. Donc ça l'a démontré, mais sous forme de prototype. Sauf que ça a des tas d'inconvénients, tout comme le premier avion des Wright Brothers. Ça consomme une énergie considérable, souvent plus coûteuse que la transaction elle-même. Ça ne distribue pas fondamentalement les choses dans le système, contrairement à ce que les gens croient. Ça reste encore extrêmement centralisé. Ça permet de distribuer la validation de notre transaction. En gros, on n'a plus besoin du flic au milieu pour bien se rendre compte qu'on a bien débité mon compte et crédité le vôtre. Ça le fait de manière complètement décentralisée. Mais les règles du jeu au départ, ceux qui ont créé les règles du jeu, elles restent centralisées elles-mêmes. On n'a pas encore décentralisé les règles. Avec quelques minutes qui nous restent, comment vous voyez la suite? Vous dites on peut aller vers un autre monde qui va utiliser ces technologies pour faire autre chose. Vers quoi? Fondamentalement, aujourd'hui, on ne sait pas faire un système vivant, ça veut dire une entreprise
un réseau de gens sans qu'il y ait au centre une organisation centralisée qui contrôle. On ne sait pas, on n'a jamais su faire ça. On peut l'imaginer idéologiquement, mais si on l'a imaginé idéologiquement, si on se dit tiens, on aurait des organisations beaucoup plus intelligentes si chacun pouvait participer aux décisions, si chacun pouvait faire évoluer les règles du jeu, comme dans une langue par exemple, hein, ça marcherait beaucoup mieux. On aurait des organisations beaucoup plus agiles, beaucoup plus évolutives, beaucoup plus adaptables, beaucoup plus résilientes. Donc ça, on le comprend intellectuellement. On n'a jamais su le faire à grande échelle, parce qu'on n'avait pas les outils, l'infrastructure qui permettent de le faire. Et bien maintenant, on l'a. La blockchain, ça représentait une étape, et Holochain, ça ouvre le champ vraiment vers la suite. Ça va permettre de démocratiser ça à très grande échelle. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple concret qui montre que cette Holochain a changé quoi? D'accord. On va prendre plusieurs exemples, comme ça au moins on aura quelque chose de clair. Imaginez dans la ville de Marseille, où nous nous trouvons actuellement, vous avez plein de gens vous pouvez utiliser Uber pour aller d'un point A à un point B. D'accord? Sauf que le conducteur Uber, il va donner 30% de commission à une société centralisée qui définit les règles du jeu, hein, qui impose les règles du jeu, qui crée le software, alors qui crée un service bien entendu, les gens l'utilisent, mais qui reste maître à bord. Demain, enfin même quasiment aujourd'hui, les chauffeurs de Marseille peuvent dire on va créer notre propre Uber. Ça veut dire qu'il n'y aura pas Uber au centre, une société centralisée, mais qui vont pouvoir complètement créer une application distribuée entre tous les conducteurs et tous les clients. La coopérative. Et on retrouve complètement un système coopératif. Et ils peuvent décider eux-mêmes des règles du jeu, comment les faire évoluer. Si un groupe de chauffeurs décide de les faire un petit peu différemment parce que ça leur semble plus intéressant, ils veulent faire, je sais pas, des chauffeurs qui font aussi de la musique classique chez eux, et bien ils peuvent créer un service parallèle aussi, ils ont la capacité de faire évoluer le système. Aujourd'hui, en tant que chauffeur Uber, vous n'avez pas du tout voix au chapitre. Les chauffeurs Uber en sont assez mécontents. Voilà. Allez, un dernier exemple, et puis on est obligé de terminer là, Jean-François Noubel. Alors un autre exemple, tout simplement, vous avez aujourd'hui plus de téléphones mobiles dans les poches des gens que de comptes en banque aujourd'hui dans le monde. Prenons donc tous les pays du tiers-monde où les gens n'ont de toute façon pas de compte en banque, donc ils n'ont pas accès à l'économie. Des roupies, des euros, des dollars, de toute façon, ils n'y ont pas accès. On a aujourd'hui la faculté de créer, les moyens de créer des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir circuler sur des porte-monnaies électroniques dans n'importe quel smartphone et complètement distribués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'État au centre, il n'y a pas des banques au centre et il n'y a pas des gens qui vont se servir au passage. Il y a des gens qui vont pouvoir faire coévoluer leur économie ensemble. Et ça va avoir un impact considérable. Tout à fait. Merci Jean-François Noubel. Je rappelle que vous vous définissez comme chercheur en intelligence collective. Je veux dire, vous êtes prospectiviste, c'est-à-dire que vous emmenez dans le monde qui vient à travers cette holochain. Pour en savoir plus, je pense qu'on peut aller sur votre site internet noubel.fr, noubel.fr. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de RCF et écoutez nos émissions en podcast. À bientôt.